Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous en direct depuis Tel Aviv. 2 heures d'actualité avec vous. Ce matin, on démarre cette édition par les grands titres des journaux arabes et israéliens, comme tous les matins. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Bonjour. Alors c'est évidemment la visite du président Abbas aux États-Unis et sa rencontre hier avec Barack Obama qui fait les gros titres ce matin dans la presse arabe et palestinienne. Et vous allez voir, 2 semaines après avoir appelé son hôte israélien à prendre des décisions difficiles, Barack Obama a exhorté Mahmoud Abbas à prendre des risques cette fois-ci pour sortir de l'impasse dans laquelle sont bloqués les pourparlers. C'est le titre donc choisi ce matin par nos confrères du quotidien panarabe Al-Quds Al-Arabi, la Jérusalem arabe. Et puis pour un autre Al-Quds, le palestinien, du journal palestinien, cette fois, Obama n'a pas soumis d'accord cadre à Mahmoud Abbas. Et vous allez voir si l'agence de presse palestinienne Wafa cite le Raïs en titrant « Il n'y a pas de temps à perdre ». Sa concurrente de Ramallah, l'agence de presse Ma'an, rappelle de son côté que Mahmoud Abbas a appelé à la libération par Israël du dernier contingent de prisonniers palestiniens le 29 mars prochain. En relaxant les détenus, a déclaré Abbas, Israël pourrait montrer son sérieux dans les négociations. Les journaux palestiniens publient par ailleurs de très nombreuses images de ces manifestations de soutien au président palestinien. C'était hier dans les rues de Cisjordanie, un président qui a donc la bénédiction de son peuple, comme en témoigne cet encart publié dans le journal palestinien Al-Ayam, Les Jours. Abou Mazen, c'est le nom de guerre de Mahmoud Abbas, dont « Nous sommes avec vous ». C'est le titre de cet encart. Tenez bon, préservez les intérêts de la nation et œuvrez à une paix juste. Voilà donc pour le Al-Ayam palestinien. Et les journaux israéliens, ils traitent comment cette visite ? Alors le titre du journal arabe Al-Quds Al-Arabi, on le retrouve exactement le même en une du Israël Hayom ce matin. Pour le quotidien proche du pouvoir, la balle est dans le camp palestinien. Obama demande à Abbas de prendre des risques. Donc c'est le même titre que le Al-Quds Al-Arabi. Selon la grande plume du journal Dan Margalit, le temps des décisions est venu. À la fin de la rencontre entre Barack Obama et Mahmoud Abbas, nous serons fixés, écrit l'éditorialiste. Soit les pourparlers rendent l'âme, soit ils seront réanimés en attendant de trouver un quelconque accord. La rencontre déterminera également si John Kerry présentera son accord cadre ou si celui-ci est voué à rester dans un tiroir en attendant d'être publié lorsque le secrétaire d'État américain rédigera ses mémoires après son mandat. Pourtant, Obama n'a pas l'intention de prendre des décisions cruciales pour le moment, c'est ce qu'affirme ce matin Rémi Chalev dans les colonnes du journal Haaretz. La visite d'Abbas à Washington intervient à un moment inopportun pour Obama, écrit le quotidien de gauche. Une visite qui est même une nuisance pour un président américain aux prises avec une grave crise ukrainienne. C'est la raison pour laquelle, conclut le journaliste, il ne faut pas s'attendre à ce que le président américain prenne des décisions cruciales au sujet du dossier israélo-palestinien. Et justement, les caricaturistes israéliens font le lien ce matin entre la crise en Crimée et la visite d'Abbas aux États-Unis. Oui, vous allez voir le torse nu. Poutine brise la vitre de la porte d'entrée de la Maison-Blanche. Un bris en forme de Crimée, vous le voyez. Vous allez le regretter, réagit Obama. Je vais vous imposer des sanctions. Mais il semble qu'il en faudra un petit peu plus pour convaincre Assad et Rouhani qui, derrière Poutine, semblent pour le moins moqueurs. Et puis terminons cette revue par ce dessin de Guy Morad dans le quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Mahmoud Abbas estime que les pourparlers devraient accoucher d'un État palestinien, mais sans un gel de la construction et sans la libération du prisonnier Barghouti, je vous préviens, Monsieur le Président, je cours me faire avorter. Voilà pour les dessins de presse ce matin. Merci beaucoup, Cyril. À tout à l'heure. Allez, on va parler de cette visite et de ses enjeux avec notre invité Yehuda Lankri dans un instant. Pour l'heure, je vous propose un rappel des faits en images de cette rencontre hier à la Maison-Blanche. C'est une rencontre aussi attendue que critique pour l'avenir du processus de paix, celle aussi de la dernière chance pour Barack Obama au Proche-Orient. L'optimisme était donc de vigueur ce lundi à la Maison-Blanche. Le président américain ne veut en tout cas pas laisser d'autre choix à son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Nous restons convaincus qu'il existe une opportunité et je crois que tout le monde comprend ce que ce processus implique. Des compromis territoriaux des deux côtés basés sur les lignes de 1967. Un consentement mutuel à procéder à des échanges de territoires qui garantissent la sécurité d'Israël, mais qui assurent aussi aux Palestiniens un État. Pas de déclaration phare, mais de grands principes, maintes fois réitérés. C'est précisément que souhaite voir figurer Barack Obama dans un accord cadre israélo-palestinien, annoncé pour avril, à condition que Mahmoud Abbas y adhère.
Je rejoins vos propos et je vous assure même que nous travaillons à une solution basée sur la légalité internationale, et notamment sur les frontières de 1967, de sorte que les Palestiniens disposent d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, et de sorte aussi qu'une solution équitable soit trouvée au problème des réfugiés. De bonnes intentions qui masquent difficilement le constat d'échec laissé jusqu'ici par l'action diplomatique américaine au Proche-Orient. À Washington, Mahmoud Abbas est clairement sous pression, mais il n'est pas seul. Au même moment, dans son fief de Ramallah, une partie de la rue palestinienne lui clame son soutien, avec comme principal mot d'ordre ne rien céder. Notre président a quitté la Palestine en disant qu'il ne renoncerait à rien, qu'il ne renoncerait pas à Jérusalem. Nous sommes ici pour lui rappeler que nous ne céderons sur rien et que nous n'accepterons pas une prolongation des négociations. Des pressions qui répondent à d'autres pressions. Pour Mahmoud Abbas, c'est le signe que l'heure de vérité approche, avec ou sans accord de paix avec Israël. Yehuda Lankri, bonjour, merci d'être avec nous. Diplomate israélien, notamment ambassadeur d'Israël à l'ONU. Est-ce qu'on est à un tournant dans ces négociations? Ça passe ou ça casse? Je ne pense pas que ce soit un tournant. Il est raisonnable d'estimer qu'on trouvera le compromis nécessaire pour que ces négociations perdurent pour quelques mois encore. Je pense qu'on est parti pour que ce résultat à minima soit obtenu. À la fois avec Netanyahou il y a 2 semaines et Mahmoud Abbas hier avec le président Obama. Mais il n'y a pas réellement de percée, si je puis dire, bouleversante dans ces négociations. Nous sommes effectivement dans une position de raidissement de la part des deux côtés, et palestiniens et israéliens. Oui, alors précisément, les Palestiniens ne semblent pas prêts à lâcher du lest. Bien au contraire, Mahmoud Abbas a exigé qu'Israël tienne sa promesse de libérer une 4e vague de prisonniers. Et en plus, les Palestiniens semblent vouloir le gel dans les constructions. C'est plutôt mal parti. Oui, effectivement, c'est difficile. Je pense que des accords signés, il faudra faire en sorte qu'ils soient respectés. Donc Israël, pour sa crédibilité internationale et vis-à-vis des Américains, n'aura d'autre choix que de libérer la 4e vague de prisonniers, exception faite peut-être de ces prisonniers arabes israéliens. Je crois que c'est une question de souveraineté qui se pose et Israël doit être souverain dans ses décisions à ce sujet. Quant au gel des implantations, globalement parlant, et c'est mon point de vue, je pense que pour accréditer ce processus et le doter d'une meilleure visibilité, d'une meilleure lisibilité, le gouvernement Netanyahou devrait refaire ce qu'il a fait dans sa 2e mandature, c'est-à-dire pratiquer un gel des implantations sur une durée déterminée. Ça ne semble pas du tout à l'ordre du jour du gouvernement Netanyahou. Ça n'est pas à l'ordre du jour, on le comprend bien, parce que s'il le fait, sa coalition volera en éclats. Je pense à l'aile droitière de Naftali Bennett, mais aussi à la région droitière au sein du Likoud. Plusieurs parlementaires du Likoud, comme dans le parti de Lieberman, qui fusionne avec le Likoud, chez Naftali Bennett, sont dans le déni catégorique de l'idée même d'un État palestinien. Donc on peut mesurer l'écart entre Netanyahou et sa formation. Alors s'il doit choisir entre la paix, une chance pour la paix et son gouvernement, vous dites que Netanyahou choisira la stabilité de son gouvernement. Alors pour le moment, il choisit la survie politique. Si réellement il tient à une réconciliation historique et à une paix basée sur 2 États coexistants l'un à côté de l'autre, il doit prendre des risques, il doit aller de l'avant. Alors, pour le moment, je pense qu'avec cette coalition, il ne parviendra pas. Pour y parvenir, il va falloir qu'il change de coalition. Donc, demander le gel des implantations me semble aller dans une logique qui sert le processus de paix. Et puis, je peux vous le dire, il n'arrivera rien aux implantations israéliennes si pendant 9 mois on ne construisait pas. C'est au contraire de la provocation inconsidérée que de voir un ministre de l'Habitat annoncer la construction de 20 000 unités de logement, ou comme hier, il s'est affiché sur le mont du Temple. C'est de la provocation. C'est de la provocation pure et simple, c'est tout.
Alors, autre exigence, cette fois israélienne, la reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, alors on ne marque pas vraiment d'avancée depuis Washington. Mahmoud Abbas explique que les Palestiniens l'ont déjà fait par le passé, que ce n'est pas la peine d'y revenir. Vous comprenez son argument, Mahmoud Abbas? Alors, si on s'interroge effectivement sur les motivations profondes des uns et des autres, on peut peut-être comprendre quelque chose. Je crois qu'il faut fouiller dans les mythologies personnelles et de Netanyahou et celle de Mahmoud Abbas. Alors, sur le plan historique, effectivement, la résolution de la partition de la Palestine mandataire, la résolution 181 du 29 novembre 1947, indique explicitement qu'il y aura un État juif, à l'époque il ne s'appelait pas Israël, il n'est pas encore né, et un État arabe. Donc là-dessus, Israël est bien servi sur le plan international. Israël peut de surcroît s'auto-définir comme État juif. Vous dites qu'il n'a pas besoin de la reconnaissance des Palestiniens sur cette question. Je pense quand même que la revendication dans l'état où nous sommes s'impose. Elle est juste, mais elle est prématurée. Ce n'est pas à cette étape qu'il faut la réclamer. Il faut d'abord donner de la substance aux Palestiniens. Et d'ailleurs, quelques voix de modérés palestiniens le disent. Ce matin, l'ancien ministre de la Justice, Abou Ziad, le dit. Bon. Nabil Chat le répète. Nabil Chat le répète. On pourrait le faire en fin de parcours, quand les grandes questions seront réglées. Et je dirais qu'il y aurait deux aspects à traiter en fin de parcours. Cette question, un principe qui est largement fédérateur en Israël, et puis la signature avec une entité, une palestinienne, et non pas deux demi-têtes palestiniennes, le Hamas contre la paix, contre Israël, dans le déni d'Israël, et l'autorité palestinienne qui s'applique peut-être à réussir cette paix. Et je dirais que lorsque l'on évoque cette question de reconnaissance d'Israël comme État juif. Alors, pour Netanyahou, qui a été discrédité à l'époque par Shamir, son prédécesseur, l'appelant un homme sans principe, il y a là une occasion rêvée de se saisir d'un principe suprême et de dire l'idéologie pure et dure, je la défends. Mais de l'exiger maintenant, ce n'est pas s'assurer que ces négociations vont finir par capoter. C'est un risque, effectivement, si on continue à s'entêter de part et d'autre. Maintenant, du côté de Abou Mazen, il est inconcevable pour un homme, Mahmoud Abbas, né à Safed, qui se considère aussi israélien que bon nombre d'entre nous, d'accorder cette facilité à l'État d'Israël en le proclamant État juif. Donc il faut le comprendre aussi. Venant à la fin du parcours, lorsque les Palestiniens auront de la substance sous les yeux, lorsqu'ils seront acculés au pied du mur de la paix. À ce moment-là, je pense qu'ils pourront. Vous y croyez? Ce moment va arriver? Ce moment viendra. On n'a pas d'autre choix. Parce que pour Israël... Sous Netanyahou et Mahmoud Abbas? Peut-être pas sous ces deux-là, mais ça viendra. Je ne suis pas d'ailleurs pour la paix maintenant. Il faut s'assurer que cette paix se fasse dans la logique d'une coexistence sécuritaire, économique, si je puis dire, ethnique et culturelle entre les uns et les autres. Mais ça viendra. Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, mais ça viendra parce que Israël, sous le poids de la masse démographique palestinienne, n'aura d'autre choix un jour que de rechercher cette voie du salut pour rester réellement État juif. Ceux qui s'inquiètent de la judéité d'Israël doivent prendre ça en considération. Les Palestiniens aussi n'auront pas d'autre choix que de conclure parce que sinon, ils seront toujours sous l'occupation. Pourtant, on comprend que les grandes questions ne sont pas résolues pour l'heure, loin de là. Est-ce que les refus, les conditions, les exigences de Netanyahou et d'Abbas à répétition, ça fait partie d'une stratégie de négociation ou ça veut dire que le fossé idéologique entre Israéliens et Palestiniens est énorme? Je crois que ça participe des deux dimensions stratégico-politiques, politique de survie pour l'un et pour l'autre, mais aussi de questions idéologiques. Netanyahou veut se montrer idéologiquement pur et dur, non point cette idéologie poreuse qu'il avait caractérisée aux yeux des rigoristes du Likoud lorsqu'il avait signé les accords d'Hébron, mais autre chose. Et Mahmoud Abbas, pour des raisons que l'on comprend aussi, né à Safed, il ne peut pas donc planter ce couteau dans le dos des Arabes israéliens. Des opinions publiques, justement, palestiniennes et israéliennes. Il y a une forte pression sur les deux leaders pour qu'ils ne concèdent rien à l'autre partie. Là aussi, ça veut dire que le fossé entre Israéliens et Palestiniens est énorme, que les peuples ne veulent plus cette paix? Mais vous savez, il n'est pas difficile de manipuler une opinion publique. Lorsqu'on dit à cette opinion publique, il faut que l'on reconnaisse Israël comme État juif, eh bien, vos sondages l'ont montré hier, je pense, ou avant-hier, 85% disent
c'est une position justifiée. Mais moi je dis c'est juste, mais pas à ce stade. Là, on voit les Palestiniens qui manifestent dans les rues de Ramallah leur soutien à Mahmoud Abbas. Il y a une pression des Palestiniens qui ne cèdent rien. Bien entendu, on a toujours dit aux Palestiniens que la Palestine était la leur, même Tel Aviv-Yafo. Donc les situations ne sont pas simples. Il n'est pas difficile dans ces conditions de manipuler des opinions publiques. Alors pour finir, Yehuda Lankri, si ce round de négociations se solde par un échec, ça y ressemble pour le moment. Quelle va être la stratégie des Palestiniens, l'étape d'après ? Bien, je pense que le mérite qu'a ce round de négociations, c'est de faire parler les uns les autres. Difficilement, mais de les faire parler. Et je pense que ce round de négociations est fait pour perdurer encore. Peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, jusqu'à la fin de la mission d'Obama et de Kerry. Merci beaucoup, Yehuda Lankri, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans le morning, vous allez le voir en Égypte, la Sissimania se poursuit, presque un culte de la personnalité du nouvel homme fort du pays. Alors la route lui est-elle toute tracée jusqu'au palais présidentiel ou est-ce qu'une surprise est encore possible ? Réponse après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous. On parle à présent de la crise ukrainienne avec vous, Maurice Fergan. Bonjour, rédacteur en chef i24 News. Alors, est-ce qu'on peut dire que les taux commencent à se resserrer autour de Vladimir Poutine ? Qu'est-ce qui est prévu ? Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, il est prévu une phase sécuritaire. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, se rend en Pologne et en Lituanie pour rencontrer 2 voisins de l'Ukraine et de la Russie extrêmement inquiets par la situation. Alors, il va être question des accords de défense collective signés dans le cadre de l'OTAN. Ensuite, le ministre ukrainien des Affaires étrangères va se rendre à Bruxelles où, justement, il doit rencontrer le secrétaire général de l'OTAN et il va être question de la défense de ces pays frontaliers avec la Russie et l'Ukraine pour permettre aux États-Unis de redorer un peu leur blason après ce qui s'est passé en Crimée. Toujours à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent également demain pour adopter des sanctions contre la Russie. Là, ce sera un plan de sanctions économiques. Et enfin, le Parlement ukrainien à Kiev se réunit, lui, pour examiner une importante rallonge budgétaire à son budget de défense. Il s'agit de la mobilisation des réservistes de l'armée ukrainienne. Qu'est-ce que ça augure très concrètement comme mesure de la part de l'Occident face à Poutine ? Est-ce qu'on va voir des choses concrètes ? Pour le moment, nous sommes dans les manœuvres diplomatiques, c'est-à-dire il faut rassurer les alliés et prendre des dispositions. Mais ces dispositions n'auront pas d'effet immédiat. Par exemple, la Commission européenne doit donner demain des détails, c'est ce qu'on nous annonce, sur une enveloppe d'aide d'1 milliard d'euros à l'Ukraine. Alors vous pensez bien que ces 1 milliard d'euros ne vont pas arriver demain matin à l'Ukraine et la survie économique de ce pays n'est pas assurée dans l'immédiat. L'Union européenne et l'Ukraine doivent également signer demain à Bruxelles leur accord d'association. Là encore, on ne sait pas trop quelles sont les conditions de cet accord. Et de l'autre côté, la Douma, elle, va entériner la loi sur le rattachement de la Crimée à la Russie. C'est-à-dire que finalement, Poutine continue à pousser le bouchon. Et quant à la trêve russo-ukrainienne, vous savez, cet accord qui permet finalement d'assurer le désenclavement des unités ukrainiennes en Crimée, cette trêve prend fin vendredi. Et là, ce sera le point d'orgue de cette offensive. Le moment de vérité, est-ce que vous pensez qu'après vendredi, on doit s'attendre à un affrontement entre les forces russes et ukrainiennes ? Écoutez, du point de vue, si on en lit la presse israélienne, et là c'est là que ça devient intéressant, du point de vue israélien, les États-Unis considèrent que la Crimée est perdue. C'est de trop toute tard. manière, donc c'est trop tard. Donc, d'après, si je m'en tiens par exemple à Yediot Ahronot, publie ce matin un article expliquant que Obama a mis un trait sur la Crimée, pense que on ne peut plus rien faire. Donc, à mon avis, il n'y aura pas d'affrontement direct en Crimée. La crainte de Washington, c'est de voir Poutine continuer à pousser le bouchon et essayer de continuer à s'emparer d'autres régions sous influence russophone. Alors, il est clair que dans l'immédiat, selon Yediot Ahronot, c'est Poutine qui sort le grand vainqueur de cette affaire, mais le journal, et là c'est intéressant pour nous, considère qu'à long terme, finalement, c'est Barack Obama qui va gagner. Pourquoi ? Parce que les sanctions européennes et occidentales et américaines contre la Russie vont faire mal. Elles vont d'abord être douces, on va viser des personnalités russes ou russophones en Ukraine
qui finalement peuvent influer sur Poutine pour le forcer à infléchir sa position. Mais après, il va y avoir le gel de 2 gazoducs qui livrent du gaz russe en Europe, et là, ça va faire mal à l'économie russe, et ensuite, les Européens vont prendre des mesures contre les oligarques. Et c'est là où on attend de voir si la Russie va céder. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on s'en tient à Retz, par exemple, là, il y a un autre ton. Je veux dire, la crise en Crimée est analysée par rapport au Proche-Orient. Par exemple, le Khamichalev dans Haaretz raconte que hier, Poutine recevait Mahmoud Abbas, vous en avez discuté auparavant, mais il n'avait pas la tête au dossier israélo-palestinien, il avait en tête Poutine, Poutine, Poutine. Donc finalement, ce que craignent les Israéliens aujourd'hui, selon Khamichalev, c'est que le président des États-Unis décide de brader le dossier israélo-palestinien pour pouvoir se consacrer à la crise en Ukraine et dans les pays de l'Est. Et là, il accuse directement son secrétaire d'État américain. Il lui demande pourquoi tu m'as mis dans ce trou. Voilà. Alors, Marie-Yves, vous terminez avec les journaux israéliens, un peu le même son de cloche. Il ne faut pas compter sur les Occidentaux pour régler des questions internationales. Exact. Et le journal nous cite 5 points qui tentent à renforcer notre opinion qu'il ne faut pas faire confiance à l'Occident. Alors, le premier point, c'est le traité de Budapest signé en 1994 entre la Russie, la Grande-Bretagne et les USA, qui s'étaient engagés à assurer l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine après la chute de l'URSS. Voilà, c'est pas plus que ça. Aujourd'hui, on voit le résultat, il ne s'est rien passé. Deuxième point, l'Occident prétend que le référendum est illégal. Mais les Russes, eux, affirment que le territoire était russe jusqu'en 1954. Alors, je vous passe d'autres points, 2 points intéressants. Le premier, c'est les sanctions sont-elles réelles ou symboliques ? Si ces sanctions sont réelles, Poutine aura un moyen de les parer. C'est finalement de démanteler le système de sanctions mis en place par les Occidentaux contre l'Iran. Et là, ça va être sanctions contre la Russie, sanctions contre l'Iran. Et enfin, dernier point, et ça c'est pour la petite histoire, le journal s'étonne que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU ait déclaré au Conseil de sécurité que la Crimée est et sera partie intégrante de l'Ukraine. Ça, c'est encore une fois méconnaître l'histoire, puisque la Crimée était russe jusqu'en 1954, et donc ça en dit long sur la politique étrangère des États-Unis, affirme le quotidien. Voilà pour ce bras de fer entre l'Occident et Poutine. On continuera de le suivre, évidemment. Merci beaucoup, Maurice, d'être venu nous en parler ce matin. Et je vous propose à présent d'écouter le philosophe Alain Finkielkraut. Il était l'invité de Jean-Charles Banoun, l'écrivain français, livre pour i24 News son sentiment sur l'antisémitisme et l'antisionisme en France. Écoutez-le. Alors, je voudrais qu'on évoque un autre sujet. Là, on va passer au Moyen-Orient avec l'image d'Israël. On a vu ces temps-ci qu'Israël essaie d'attirer l'attention du monde sur les dangers qui menacent sa sécurité, c'est-à-dire les roquettes qui viennent de Gaza ou le nucléaire, les armes qui ont été interceptées venant d'Iran. Et le monde ne réagit pas. En tout cas, les Israéliens trouvent que le monde ne réagit pas. Est-ce que, selon vous, il y a 2 poids, 2 mesures ? On dénonce Israël quand des implantations sont construites et peut-être pas quand Israël est menacé directement ? Je pense que vous avez raison, mais je crois que la position d'Israël serait plus forte si on sentait Israël prêt à ce que Sharon a appelé longtemps les painful concessions, les concessions douloureuses pour effectivement un compromis avec les Palestiniens, un démantèlement unilatéral d'un certain nombre d'implantations, pas les implantations dont on sait que, collées à la ligne verte, elles reviendront dans l'État d'Israël, mais si ce mouvement existait, je crois qu'Israël serait mieux écouté. Et comme Israël est menacé, et authentiquement menacé, je trouve cette espèce d'immobilisme pour ce qui concerne les Palestiniens, d'autant plus fautif, si vous voulez, parce que Israël doit pouvoir se faire entendre et Israël ne prend pas, me semble-t-il, tous les moyens pour ce faire. Alors on a dit pendant longtemps en France que Israël suscitait un antisionisme dont les Juifs étaient des victimes, on va dire, un petit peu collatérales. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt de l'antisémitisme. Ça a dépassé l'antisionisme. Oui, mais si vous voulez, la nouvelle langue de l'antisémitisme, c'est l'antiracisme.
Au fond, les Juifs sont qualifiés de racistes et cela procède en effet de l'identification du sionisme et du racisme. On a le droit d'être antisioniste, on a le droit de penser que ce projet n'était pas légitime. Évidemment, je suis totalement hostile à une telle idée, mais elle a lieu d'être. Là où l'antisionisme devient particulièrement pervers, c'est quand précisément il dénonce Israël comme un État raciste, parce qu'on retrouve une très ancienne accusation. Les Juifs ont refusé avec le christianisme le message de l'universalité pour justement affirmer leur particularisme. Ça recommence avec le sionisme et nous en subissons, nous, les retombées. Je descends de l'avion, là, maintenant. J'étais à Copenhague, je sors de la livraison des bagages. Un homme qui a tout l'air d'un chauffeur de taxi, visiblement arabe, m'interpelle et me traite de raciste. Je lui dis, mais enfin, je l'insulte en retour parce que je suis très choqué. Il s'approche de moi et me dit, oui, vous êtes raciste et je vous fais une quenelle. Une quenelle. Donc il m'avait reconnu pour ce que j'étais et il me faisait une quenelle parce que je suis juif. Et donc la quenelle reste le signe de ralliement des antisémites d'aujourd'hui et ils se sentent d'autant plus légitimes que précisément ils peuvent avec la quenelle dénoncer ce qui leur apparaît comme le racisme des juifs. Et il est très douloureux de constater en effet que nous devons combattre l'antisémitisme comme une pathologie de l'antiracisme et non pas comme un racisme parmi d'autres. Mais ça veut dire que cette affaire Dieudonné, finalement, a laissé des traces. Ah, mais bien sûr. On n'en entend plus parler. On n'entend plus parler parce qu'elle ne fait plus l'actualité, mais je pense que Alain Soral et Dieudonné continuent à s'exprimer sur Internet, qu'ils ont, comme on dit, de très nombreux followers, que beaucoup de jeunes aussi pensent qu'une atteinte très grave a été portée à la liberté d'expression, et par conséquent, Dieudonné continue de faire des ravages, et la quenelle demeure un signe de ralliement, et j'ai même peur que ça grandisse encore. Voilà, et on parle également de l'Égypte. Ce matin, dans le pays, la Sissimania se poursuit. Il s'agit presque d'un culte de la personnalité autour du nouvel homme fort du pays. Alors vous allez le voir, tous les corps de métier s'y mettent, depuis les chocolatiers aux bijoutiers, en passant par les vendeurs des kebabs. Ils vendent des souvenirs tous à l'effigie du général Betsabé Salem. La popularité du maréchal Abdel Fattah al-Sisi atteint des sommets. Depuis qu'il a destitué le président islamiste Mohamed Morsi, il est considéré comme un héros. La raison, pour beaucoup d'Égyptiens, le chef de l'armée a tout simplement sauvé le pays. Cet homme nous a sauvés, il a sauvé l'Égypte de dangers que personne ne peut imaginer. L'Égypte et toute la région même. Le président Sisi a sauvé le monde arabe. Résultat, son portrait apparaît aussi bien sur les pancartes géantes que sur les t-shirts ou les barres chocolatées. Et tout le monde est gagnant, aussi bien le premier concerné que les vendeurs de souvenirs. Je l'adore. C'est pour ça que je vends des souvenirs à son effigie. C'est une source de revenus en plus et c'est très très bon marché. Les colis flichés se vendent par brassées, de quoi relancer même les imprimeries dont les revenus étaient à la traîne tellement la demande est importante. Al-Sisi n'est pas officiellement candidat, mais ce nouvel homme fort de l'Égypte a annoncé au début du mois qu'il ne pouvait ignorer les appels du peuple à se présenter à la présidentielle. Du peuple en dépit de quelques exceptions, bien sûr, des doutes planant notamment sur les risques pour la sécurité du pays si le maréchal quittait le ministère de la Défense. C'est dans l'intérêt de l'Égypte que Sisi reste ministre de la Défense, parce qu'en dépit de la présence militaire et policière dans les rues, il n'y a pas de sécurité. Alors si le maréchal Sisi saisit son poste pour devenir président, que se passera-t-il ? Je pense que la loi fondamentale doit continuer à être appliquée et Sisi continuer à être ministre de la Défense et que le prochain président doit sortir des urnes. Le maréchal Sisi est donné largement favori du scrutin. Quant aux éventuelles illégalités, le président égyptien par intérim, Adli Mansour, a promulgué une loi encadrant la présidentielle. Elle exclut tout recours en justice contre les décisions de la commission électorale, y compris le résultat du scrutin.
Et nous sommes en ligne avec Zvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Zvi Mazel, est-ce que la route pour le général Al-Sisi est toute tracée vers le palais présidentiel ou est-ce qu'on peut encore avoir des surprises à l'heure actuelle? Ça me donnerait beaucoup. Vous savez, il prépare sa candidature depuis déjà quelques mois. Il sait qu'il est très populaire. Il croit qu'avec tout le monde là-bas qu'il serait probablement élu. Donc, seulement il fait ses préparations. Je crois que la première chose, c'est qu'il veut raccourcir au maximum la période de la campagne électorale pour des raisons de sécurité, parce que de l'autre côté, il y a les frères musulmans, les djihadistes, qui essayent de perturber justement cette période, cette campagne. Il veut faire ça le plus vite possible, le plus court possible. Et puis, encore hier ou avant-hier, il a fait de l'ordre dans l'armée, il a procédé à certains changements. Ça montre qu'il se prépare à démissionner. Et dans 2 ou 3 jours, je crois, le registre des candidatures sera ouvert selon la loi des élections. Et à ce moment-là, probablement, il va annoncer sa candidature et il va se faire enregistrer comme candidat officiel. Zvi Mazel, est-ce que vous pensez que Al-Sisi va bel et bien répondre aux aspirations des Égyptiens et qu'avec lui, l'Égypte a vraiment tourné la page de l'instabilité? Et non, c'est pas sûr du tout. C'est vrai que Sisi c'est un militaire et l'Égypte sent qu'elle a besoin maintenant d'un homme militaire, un homme fort qui va remettre de l'ordre dans le pays après 3 années très mouvementées. Mais nous ne savons pas. Nous sommes un homme intelligent qui veut bien s'occuper des problèmes économiques et sociaux de ce pays. Il veut mettre l'ordre. Mais là, en face de lui, il y a un problème de sécurité extrêmement grave avec les groupements djihadistes et les frères musulmans. Donc, écoutez, il est bon comme un autre. Seulement, il est très populaire et il a l'air d'un homme fort intelligent. Alors, les Égyptiens vont probablement mettre leur confiance en lui. Mais Dieu sait où ça arrivera. Et de toute façon, je ne crois pas que l'instabilité de l'Égypte qui a commencé avec les On doit s'arrêter là. Est fini. Merci beaucoup, Monsieur Mazel. On se retrouve après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Bonjour Jacques Neria. Bonjour. D'être avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. Rebonjour Cyril Amar. Alors on commence avec vous en parlant d'un changement de cap du ministre de la Défense israélien, Boughi Ya'alon, au sujet de l'Iran nucléaire. De quoi s'agit-il? Ce sont des révélations ce matin du Haaretz, le quotidien libéral de gauche israélien, sous la plume de son correspondant diplomatique Barak Ravid. Le ministre de la Défense israélien, Moshe Ya'alon, qui est connu quand même pour être un faucon au sein du gouvernement israélien, aurait revu ses positions au sujet d'une éventuelle offensive israélienne contre les installations nucléaires iraniennes. Il aurait désormais tendance, nous dit le journal, à s'aligner sur les positions de Netanyahou, des positions qui reposent sur la maxime des pères. C'est une référence biblique de Netanyahou. Si je n'ai pas soin de moi-même, qui aura donc soin de moi? Autrement dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ya'alon donc a fait ses déclarations hier à l'université de Tel Aviv lors d'un colloque. Et il estime que compte tenu du fait que les États-Unis n'ont pas vraiment l'intention d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, Israël devra agir de manière autonome et pourquoi pas mener donc une opération militaire unilatérale contre les sites nucléaires iraniens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: nous pensions que les États-Unis devaient conduire à la campagne contre l'Iran, mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de négocier dans un bazar persan, les Iraniens ont toujours l'avantage. Est-ce que c'est vraiment un changement de cap pour Ya'alon? Pourquoi c'est un changement? Oui, c'est un changement radical parce que si vous vous souvenez bien, dans le gouvernement précédent, il était alors ministre des Affaires stratégiques et membre du cabinet restreint de sécurité et il s'opposait farouchement à l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak, qui lui était l'un des principaux défenseurs d'une opération contre l'Iran, une opération toutefois pas autonome, mais une opération en tout cas contre les sites nucléaires iraniens. Et lui, il y était évidemment donc farouchement opposé. Il pensait qu'une intervention américaine serait plus efficace, plus musclée et qu'il fallait donc laisser faire les
États-Unis et donc ne pas mener une opération unilatérale. Et puis, alors il a fustigé la politique étrangère de Barack Obama, hein, nous dit Barak Ravid. Il a dit que le président américain préférait peut-être transmettre le dossier du nucléaire iranien à son prédécesseur. Les gens savent que l'Iran triche, a-t-il dit, mais les Occidentaux préfèrent retarder la confrontation à l'année prochaine ou encore au prochain président. Et de manière générale, Moshe Ya'alon a critiqué Barack Obama à mots couverts en estimant qu'il mettait dans le monde un message de faiblesse. Il a parlé notamment de ses interlocuteurs dans le monde sunnite. Hein. Il a certainement fait allusion aux acteurs du Golfe Persique qui auraient aimé que Barack Obama se tienne aux côtés de l'axe sunnite, comme la Russie se tient, on le sait, très vigoureusement aux côtés de l'axe chiite. Jacques Narrière, vous partagez cette analyse de Moshe Ya'alon. Il est temps pour Israël de décider d'agir seul, même sans l'appui des États-Unis ? Je pense que, avec toute modestie, je pense qu'il faudrait quand même se fier plus aux États-Unis qu'à la seule force d'Israël. Naturellement, nous sommes capables de faire pas mal de choses, mais je pense que un effort continu contre l'Iran ne peut pas être soutenu uniquement par Israël. Militairement, Israël ne peut pas agir militairement, je ne pense. On peut agir seul, mais simplement quel serait le résultat pour être effectif? Il faut travailler en coalition. Cette coalition, en premier lieu, est bâtie sur les États-Unis. Je suis assez inquiet du fait de cette position-là du ministre, parce que je ne connais pas aujourd'hui quels sont les freins qui existent dans ce gouvernement et qui existaient dans le gouvernement précédent, comme Dagan, qui était le chef du Mossad, comme le chef du Shabak, qui s'opposait d'une manière très forte à toute opération indépendante israélienne. Et aujourd'hui, tout l'establishment militaire, politique tout a changé, tout a changé. Et à mon avis, c'est ce que Ya'alon est en train de faire, c'est la continuation de son anti-américanisme. Donc, mon impression est qu'il se pose déjà dans le Likoud comme une alternative au modéré Netanyahou, et qu'il est en train de dire, écoutez, c'est moi le vrai successeur de Netanyahou. Netanyahou qui vise aujourd'hui la présidence à la fin de son mandat, etc. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut se rappeler que, comme il l'a dit, que les Américains, tous les efforts américains dans le domaine palestinien ne servaient à rien, il n'y aura pas de paix dans sa génération. Il est en train tout simplement de tenter les Américains, de leur lancer, de leur lancer les provoquer presque. Presque les provoquer en leur disant il y a un quid pro quo. Vous nous laissez tranquille avec les Palestiniens. Autrement, nous avons nos moyens à nous de faire pression sur vous concernant l'Iran. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce qu'il dit? Est-ce qu'Israël peut encore compter sur les États-Unis alors qu'ils négocient et qu'ils tendent la main à ce point aux Iraniens? Écoutez, combien de fois est-ce qu'il faut répéter, que les Américains doivent répéter qu'ils sont avec nous, ils ne laisseront pas les Iraniens atteindre une arme nucléaire, qu'ils sont aussi qui sont très prudents dans leurs négociations? Vous les croyez? Moi, je les crois. Naturellement, en politique, en diplomatie, il y a certaines vérités qui sont un tout petit peu arrondies, mais en principe, je pense que sans les Américains, Israël contre l'Iran, ce ne sont pas tout à fait de taille. Les déclarations de Ya'alon ne sont pas inopportunes. Elles interviennent alors que va s'ouvrir à Vienne un nouveau cycle de négociations entre le 5+1 et Téhéran. Donc il faut aussi recontextualiser ces déclarations dans le cadre plus global des négociations avec l'Iran. Alors restez avec nous, on continue de parler de Bougui Ya'alon qui fait décidément beaucoup parler de lui ces derniers jours. Il est en pleine querelle politique avec un autre ministre du gouvernement, Netanyahou. Il s'agit de Gilad Erdan, le ministre de la Défense passive. Alors vous le savez, ce sont deux périmètres très proches, la défense passive et la défense tout court. Chacun cherche donc à marquer son territoire. Regardez cette enquête signée Eli Orenberg et Maël Benoliel. En Israël, Eyal Eisenberg a vivement désapprouvé son ministre Gilad Erdan. Le général Eisenberg a récemment écrit une lettre sévère au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi au ministre de la Défense et chef du Conseil national de sécurité Moshe Ya'alon. Dans sa lettre, Eyal Eisenberg fait part de son inquiétude grandissante concernant le manque de budget récurrent de sa division militaire. Cet incident est le dernier d'une série de tensions entre le ministère de la Défense et celui de la Défense intérieure. Pour rappel, le ministère
de la Défense intérieure a été créé il y a maintenant 2 ans et demi suite à un accord politique entre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense de l'époque, Ehud Barak. Mais depuis, il s'avère que ce ministère n'a jamais reçu aucune réelle autorité. En janvier dernier, le ministre de la Défense actuel, Moshe Ya'alon, a déclaré que ce ministère n'est autre qu'un gaspillage de l'argent public et qu'il doit être fermé au plus vite. Ce n'est bien sûr pas la première fois que ce type de querelle prend place sur la place publique en Israël. Les journaux de l'époque avaient titré « La guerre des généraux » pour décrire le conflit entre le Premier ministre Golda Meir et le ministre de la Défense Moshe Dayan. Quelques années plus tard, ce sont les généraux Ariel Sharon et Shmuel Gorodish Gonen qui ont fait la une des journaux à propos de la responsabilité de l'échec de la guerre de Kippour. Une querelle de généraux qui donnera lieu à une commission d'enquête spéciale. Il semblerait que dans un pays démocratique comme Israël, où le grade militaire a une haute importance, ce genre de querelle soit difficilement évitable. Ça ne date pas d'hier, cette querelle entre les deux ministères, défense et défense passive? Tout à fait. Ardan a toujours eu de grandes ambitions concernant, je dirais, sa propre poussée politique. Donc son chemin politique passe par certaines étapes. Et là, naturellement, il y a un butin à prendre. Il y a un grand budget qui est la défense passive, la défense civile, comme vous voulez l'appeler. Donc, et sur ce budget-là que se passe la guerre. Ce n'est pas une question d'autorité. L'autorité est claire. L'armée dépend du ministère de la Défense. Le ministre de la Défense, qui est l'hiérarchie normale. Donc là, il y a un événement anormal où on essaie de s'accaparer d'un domaine qui n'a jamais appartenu au domaine civil. Alors, restez avec nous, Jacques. On aborde à présent un autre sujet. Il s'agit de la guerre en Syrie. Alors, ce qu'on remarque ces derniers jours, c'est que 3 ans, quasi jour pour jour, après le début du soulèvement contre Bachar al-Assad, le régime semble avoir complètement repris la main dans le pays, tant sur le terrain des combats qu'au sein de la population civile. Assad semble être vraiment l'homme de la situation. Comment vous expliquez que ce vent est soudainement tourné en faveur claire et nette de Bachar ? Je pense que c'est encore trop tôt de faire une déclaration aussi je dirais, virulente concernant le régime d'Assad. Le régime d'Assad est en pleine guerre de survie. Il y a eu actuellement, il y a 3 semaines de ça, même un peu plus, il y a eu une petite tournure stratégique qui s'est passée à cause principalement d'une guerre intestine entre les grandes organisations d'islamistes, des extrémistes. Et là, l'armée a profité, d'un côté, elle a profité du fait que les rebelles se querellaient entre eux, se tuaient par centaines et même peut-être un peu plus que ça. Et de l'autre côté, il y a eu, comme on l'avait déjà présenté ici, il y a eu un changement de stratégie de la part de l'armée syrienne. L'armée ne veut plus s'engager dans une guerre de guérilla, donc être avalée. Les divisions ne veulent plus être avalées dans les quartiers et dans les villes. On a choisi de dynamiter des quartiers entiers, ce qui a naturellement permis à Assad de reprendre, je dirais, du poil de la bête. Et actuellement, effectivement, il y a 2-3 localités qui ont été reprises par l'armée syrienne, que si jamais l'armée syrienne continue à les avoir, à les défendre, ça pourrait changer, je dirais, l'équation, l'équilibre des forces sur le terrain. Alors on pense évidemment à la localité de Yaproud qui a été récupérée par les forces loyales syriennes et le Hezbollah, surtout. Vous dites libérée, a été reprise. Récupérée. Oui. C'était ce week-end. Ce bastion de la résistance, donc récupéré par Assad, à quel point est-ce que c'est une perte critique pour les rebelles ? Écoutez, Yaproud se trouve aux confins de la banlieue de Damas, donc à l'ouest. C'est une petite localité à la frontière libano-syrienne qui permettait une communication directe et logistique entre les rebelles du Liban et Ils recevaient quoi, les rebelles Ils recevaient des hommes, des combattants, des munitions, la logistique, tout était ouvert là. Et puis, Yaproud tout seul ne compte pas. Il y a aussi d'autres localités au nord qui ont été reprises par l'armée syrienne, ce qui fait que, je dirais, les lignes logistiques des rebelles ont été coupées vers l'ouest. C'est un coup dur donc pour les rebelles. C'est un coup dur, mais ce n'est pas un coup mortel. Donc, parce que, encore, la frontière avec l'Irak est ouverte, les hordes de l'État islamique de l'Irak et du Liban sont toujours là. Il existe encore beaucoup d'autres poches de résistance comme ça à travers la Syrie ? Écoutez,
le régime, si vous parlez d'un découpage territorial, le régime peut-être contrôle 40 à 50% du pays. Tout le reste, donc, ou bien c'est aux mains de rebelles, ou bien c'est un désert. Donc, le régime a choisi délibérément de ne pas se battre sur tout le territoire. C'est un pays énorme. La Syrie, c'est 180 000 km². Il n'y a aucun besoin de se battre là-bas. De plus, l'armée syrienne est engagée à 10%, 15% de ses effectifs dans la guerre. C'est uniquement des unités loyalistes, des unités alaouites qui mènent le combat contre les rebelles. Les autres sont sur place, sont déployés sur le terrain et tout simplement continuent à recevoir leur salaire. Ils ne combattent pas. Ne combattent pas. Ça va changer. Assad va accélérer il sa stratégie. Il n'a pas besoin de ça. Je pense que si jamais ça continue de cette façon-là, effectivement, on pourrait parler d'un tournant historique, d'un tournant stratégique. Mais je ne vois pas la guerre civile se terminer aujourd'hui, ni dans quelques mois. Ça va durer encore. Comment elle va se terminer, cette guerre, au moment où elle se terminera? Pour l'instant, écoutez, la prochaine étape, c'est les présidentielles en Syrie. Naturellement, Assad va être réélu à 99% des Syriens qui sont restés en Syrie. Donc, on peut l'annoncer avec certitude. La Syrie continue à se vider de ses habitants. Vous savez, il y a déjà 2,5 millions de réfugiés, 2 millions à 3 millions de réfugiés autour. Il y a 6 millions de Syriens de déplacés qui ont quitté leur maison, qui se trouvent dans d'autres localités. Donc, ça sera une première étape. À partir du moment où Assad sera réélu, donc la guerre de religion qui a éclaté aujourd'hui 14 siècles après la première guerre de religion entre les sunnites et les chiites va continuer. On peut dire que cette 4e année de guerre en Syrie sera celle d'Assad? Écoutez, elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être, mais de notre côté, rappelez-vous que l'Occident, avec toutes les forces d'opposition, sont en train d'armer et d'entraîner des centaines de combattants en Jordanie et en Turquie, au Liban et en Irak, et qui vont tout simplement... Quand vous dites Occident, ce sont quels pays? C'est principalement les Américains, les Britanniques, peut-être un peu les Français, les Français. Tout le monde est engagé dans cette guerre-là, en train d'entraîner... mais naturellement, l'Occident est engagé face à l'armée de libération syrienne. Donc, on ne parle pas des djihadistes, évidemment. On ne parle pas des djihadistes, naturellement, mais on ne sait jamais... Ces armes ne vont pas passer un jour aux mains des djihadistes. Et là... si jamais cette intervention militaire se passera et ces unités formées par les Américains et les Britanniques vont agir sur le terrain, ça pourrait de nouveau, je dirais, allonger ou rallonger le combat. Et inverser la tendance, c'est encore possible? À mon avis, Assad n'a pas perdu depuis le premier jour, il ne perdra pas. Si on prend un peu de recul sur ces 3 ans de conflit, qu'est-ce qu'on peut dire qu'a fait de mal l'opposition pour en être arrivée là? Où s'est-elle trompée? Écoutez, l'opposition s'est trompée. L'opposition ne s'est pas tellement trompée. Ceux qui se sont trompés, ce sont les médias et c'est le romantisme, je dirais, occidental qui a voulu voir dans le printemps arabe une autre révolution et puis naturellement les desperados et puis c'était la lutte contre les fascistes. Nous avons toujours là en tête Franco et la guerre d'Espagne. Pour vous, c'était prévisible que cette révolution syrienne échoue? C'était tout simplement une incompréhension fondamentale du système syrien. Et le système syrien a prouvé qu'il était valable et qu'il était viable. Merci beaucoup Jacques Naria, merci Cyril Amar. À suivre, est-ce que Tokyo va détrôner New York comme la ville des tendances? La réponse, peut-être bien. Vous allez comprendre pourquoi avec les images et les explications. Ce sera juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On s'intéresse tout de suite à l'actualité sur Internet et la revue du web. Rudy, le net continue de s'enflammer ce matin encore sur la disparition du Boeing d'Air Malaisie. Oui, alors je vous avais parlé il y a quelques jours des théories les plus folles qui circulaient sur le net autour de ce vol MH370 et plus l'enquête progresse, plus les hypothèses se multiplient ou plutôt les 634 hypothèses comme le nombre de pistes d'atterrissage possibles sur les 2 trajectoires sur lesquelles maintenant l'enquête se concentre. Alors, c'est-à-dire, c'est entre le Kazakhstan et la Thaïlande ou entre l'Indonésie et l'océan Indien. Alors les journalistes de la radio américaine WNW
YC ont mis en ligne une carte interactive relayée par l'excellent blog du monde Big Brother. Cette carte, en fait, elle nous permet de nous balader et de découvrir les 634 pistes qui pourraient répondre aux critères pour pouvoir poser un Boeing 777. Et si vous vous approchez, vous pouvez voir vraiment la piste et sa longueur dans des endroits extrêmement reculés pour certains. Alors ces 634 possibilités correspondent à une zone immense de 5,18 millions de kilomètres carrés. Autant chercher une aiguille, ou plutôt 634 aiguilles dans une meule de foin. Alors le mystère continue de s'épaissir, il faut le dire, autour de cette affaire. Est-ce que le net en profite? Est-ce qu'ils feront monter la mayonnaise? Oui, les internautes sont à l'affût de la moindre information et du dénouement surtout de ce mystère du vol. Et la Malaysia Airlines, cela donne des idées à des gens plutôt mal attentionnés. Alors on voit depuis quelques jours se multiplier des liens avec la mention Breaking News ou images exclusives qui sont en réalité des arnaques et des spams. Pour regarder la vidéo qui vous est proposée, vous devez vous identifier, donner vos informations personnelles. Bingo pour les pirates informatiques qui récoltent tout ça. Et on le sait, l'émotion est un business plutôt juteux, surtout à l'échelle internationale dans un tel drame. Et certains sites qui sont censés recueillir des prières pour les passagers, voire aussi des dons pour de l'argent pour les familles, eh bien, en fait, ce sont de fausses pages qui servent à récolter des adresses email ou à détourner de l'argent. Donc attention quand vous baladez sur internet, cliquez sur les liens des médias que vous connaissez, sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. En tout cas, oui, allez-y, cette affaire. Si le monde cherche l'avion, pour le mania de la presse Rupert Murdoch, cela ne fait aucun doute. Ce tweet qui fait beaucoup de bruit, le monde a l'air captivé par la disparition du Boeing. Peut-être qu'il ne s'est pas craché, en tout cas lui il le sait, il a été caché dans le nord du Pakistan comme Ben Laden. Vu la position de cet homme dans la presse et ses déclarations font beaucoup réagir le net de manière plutôt négative. Voilà pour cette affaire du Boeing. Autre mystère dont on parle ce matin, il est en partie résolu. Celui-là, c'est la grande théorie du Big Bang qui connaît une percée historique. C'est une découverte capitale, voire historique pour la physique. En tout cas, c'est ce qu'ont annoncé les chercheurs de l'université d'Harvard hier. Alors en clair, ils ont vu les toutes premières secousses du Big Bang qui a marqué donc la naissance de l'univers. Albert Einstein en avait parlé dans sa théorie de la relativité. Il l'avait prédit. Absolument, et théorie donc confirmée par cette découverte hier. Est-ce que vous comprenez, Virginie Barbara, de quoi je parle? À moitié. À moitié, mais les internautes non plus, moi non plus. C'est un flot de réactions en toute langue. Oui, c'est très compliqué. Alors regardez ce flot de réactions en toute langue qu'on voit sur Twitter. Et il y a des milliers de tweets vraiment en toute langue. La découverte, en fait, elle fait beaucoup parler. Mais ce qui est amusant, c'est que peu de gens s'aventurent à l'expliquer, ou en tout cas à essayer de l'expliquer. Vous lancez? Non, je ne peux pas. Et donc préfèrent renvoyer à des articles en ligne. Alors on rappelle aussi les deux pères de cette théorie. Vous voyez l'abbé Lemaître qui a été un des découvreurs de ce concept du Big Bang, et Albert Einstein dont je vous parlais il y a un instant. La Lua résume bien le sentiment des internautes et un peu le nôtre. C'est la météorite qui s'est... C'est pas ça. C'est une nouvelle théorie? Non, pas du tout. En tout cas, elle dit, pour regarder ce tweet, je sais que c'est énorme, mais je n'y comprends rien. Et beaucoup d'internautes font aussi le parallèle entre les deux actus du jour, comme en témoigne ce tweet. Pour trouver l'origine du monde, il y a du monde pour bosser sur le Big Bang, mais pour trouver un avion, il n'y a personne. Rappelons quand même à ce tweetos que 14 pays, 58 avions et 43 navires cherchent l'avion. Cherchent toujours l'avion. Absolument. On termine par la France, Rudy. Dimanche, les élections municipales dans le pays. On va le voir, chacun fait avec ce qu'il a pour mener campagne. Alors on sait, la campagne des municipales hors des grandes villes se mène avec un budget souvent très modeste. Par ailleurs, il y a même 64 communes qui n'ont pas de candidats. Et le site Tuxboard a compilé les pires affiches de campagne qui, par manque de moyens ou tout simplement de goût, font le buzz sur Internet. Alors on va commencer avec le candidat PS à la mairie de Plaisir, Bernard Ansart, qui est en mode sportif. Alors il se met en tireur à l'arc pour son affiche de campagne qui va avec son slogan pour plaisir, visons juste. Et puis le jeu de mots à l'honneur avec la candidate de gauche Clémentine Autain qui se présente à Sevran avec ce slogan et des clémentines. Une clémentine pour Sevran, des vitamines pour les Sevranais. Voilà un bel argument de campagne. Et puis on va terminer avec les amoureux de la nature, toujours en région parisienne, avec Grégory Berthaud du mouvement citoyen pour la protection animale. Il est du côté de Rueil-Malmaison. Alors il a décidé de faire équipe dans son équipe municipale, d'intégrer un hamster, tout un programme. Ça marche?
plutôt pas. Comment En tout cas, vous moquez des candidats, En tout Rudy? cas, on verra. La réponse, ça sera dimanche dans les urnes. On verra si les gens vont voter hamster ou pas. Merci beaucoup. Merci Restez avec nous. Retour à Tel Aviv, direction tout de suite le musée du peuple juif pour une expo Dreyfus, une exposition qui révèle la partie inconnue de l'affaire Dreyfus, à savoir l'histoire intime de cet homme et de ceux qui ont agi en coulisses pour prouver son innocence. Maël Benoliel s'est rendu sur place. Une nouvelle exposition ouvre ses portes au musée du peuple juif à Tel Aviv. Dreyfus, l'histoire d'une famille juive française. L'initiatrice de ce projet n'est autre que l'arrière-petite-fille du capitaine de l'armée française, accusé à tort de trahison. Le devoir de mémoire est très important. J'estime que tout ce qu'a souffert mon arrière-grand-père ne doit pas être en vain. Et en fait, je pense qu'il faut en parler. Peut-être que les jeunes générations d'Israéliens viennent voir cette exposition et puissent débattre ensuite de tous les sujets qu'elle aborde. Martine Leblanc-Zola, arrière-petite-fille d'Émile Zola, a activement soutenu cette démarche. Elle était, du reste, présente au vernissage de l'exposition. Je suis très émue d'être ici et très honorée en même temps parce que je pense à mon aïeul qui a compromis en quelque sorte tout son confort et toute sa notoriété à l'époque pour défendre un innocent et sauver la République. Le musée présente l'affaire Dreyfus, mais cette exposition vient surtout raconter l'histoire d'une famille juive du 19e siècle dans une France profondément divisée par l'antisémitisme. Le travail que je fais à l'exposition, j'ai découvert que pas seulement l'affaire est intéressante, mais la personnalité même d'Alfred Dreyfus et de sa femme Lucie et de son frère Mathieu. Et j'ai découvert une famille incroyable. Le petit-fils d'Alfred Dreyfus a lui aussi tenu à venir témoigner en Israël. Si pour Charles Dreyfus, l'histoire est connue, le musée du peuple juif à Tel Aviv apporte à l'affaire une dimension supplémentaire. Il y a eu bien sûr de nombreuses expositions en France et aux États-Unis et ailleurs, mais je pense que celle-ci est conçue avec un vrai sens justement des rapports entre la France de l'époque de l'affaire et le judaïsme. Une histoire familiale au cœur d'une tourmente. Mais l'affaire Dreyfus, on le sait, aura aussi une influence fondatrice dans l'histoire d'Israël. On sait que Theodor Herzl a assisté au procès Dreyfus, qu'il en a été, c'est le moins qu'on puisse dire, passablement impressionné. Et que même si ça n'a pas été un élément déterminant dans l'écriture de son livre, de l'État des Juifs, ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important. Une exposition et une leçon d'histoire à découvrir au plus vite. Et on parle mode à présent avec vous, Virginie. Alors vous nous parlez du Japon et de la ville de Tokyo, qui pourrait peut-être bien détrôner la ville de New York. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de penser, en tout cas c'est ce que pense le photographe Thomas Sicard. Alors lui, il vit à New York et puis il s'est rendu plusieurs mois au Japon où il a fait le tour du pays pour observer bien la mode locale. Il s'est penché plus particulièrement sur les rues de Tokyo où il a découvert un style qui n'a rien à envier à New York et ses nombreuses Fashion Week, un style qui n'a rien non plus à envier à Rudy. Alors on voit des perruques fluo, des masques customisés devenus en fait de véritables accessoires de mode. Il s'est rendu compte en fait que la mode au Japon était partout et qu'elle s'inspirait de différents événements de société ou encore des événements naturels comme par exemple le tsunami, cette catastrophe qui a pu inspirer aussi certaines personnes dans leur tenue vestimentaire. C'est à peu près ça la culture japonaise, être avec son temps et même parfois en avance sur son temps. Alors il s'est inspiré aussi de nombreuses balades qu'il a pu faire dans les rues. Il s'est intéressé aux femmes qu'il a rencontrées dans ces mêmes rues et d'ailleurs vous le voyez sur ces photos, il les a invitées à devenir des modèles. Rudy, est-ce que ça vous plaît ce style assez particulier des japonaises? Je que je ne m'habille jamais comme ça, même en dehors du plateau. Oui, voilà, non, vous préférez les falafels, on l'a vu hier. Je n'ai pas la photo aujourd'hui, mais on va pas la repasser, c'est inutile. Je ne veux pas ruiner votre carrière. Et donc, il les a invités à devenir ses modèles. Et c'est dans ce studio éphémère aménagé à cette occasion qu'il a fait leur portrait. Alors, à Tokyo, chaque personne a du style, il l'a compris, et chaque personne l'assume. Rudy, vous pouvez faire de même, vous pouvez vous habiller comme ça et assumer tout
tout à fait ce style, c'est sympa aussi. Du coup, on a des mangas qui se baladent dans la rue, mais aussi des écolières, des lolitas. Puis vous le voyez sur des images, il n'y a aucune limite, si ce n'est... C'est ça, elles y vont à fond les japonaises, sans complexe. À fond, et puis on y va avec les talons hauts, les mini-jupes, les petites tenues sympas. Quand même, non ? Écoutez, au Japon, c'est la mode. Alors nous, on n'a pas la même culture, donc forcément, ça nous paraît peut-être kitsch, mais là-bas, c'est super tendance, et puis c'est sympa. Et je pense qu'à partir du moment où on assume complètement son style, on est loin du kitsch. Voilà, c'est une vision différente en tout cas. Alors, New York est quand même censé incarner éternellement la ville des tendances. Pourquoi c'est au Japon que ce photographe a trouvé son inspiration ? C'est quoi la vraie différence finalement entre les deux pays ? C'est simple. Déjà, à New York, on suit les tendances. Alors, comme d'habitude, on suit ce que font les marques et puis on veut être plus ou moins tous habillés pareil. Alors on se démarque, soi-disant, en ayant un sac customisé ou d'une série limitée, mais on suit toujours la tendance de façon générale. Alors qu'en Japon, on a envie d'être unique, on a cette envie de ne ressembler à personne. Alors on l'a vu sur ces photos, chacun a son style, chacun s'approprie un personnage, et puis on est aussi très proche des films qu'on voit et puis de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Alors chaque personne est concentrée sur elle-même, alors c'est beaucoup plus individuel, et c'est ce qui a inspiré ce photographe pour lancer ce projet photo qui a donné naissance à un livre appelé Tokyo Adorned, qui lie culture et contre-culture, et dont une partie des bénéfices sera reversée à une association dans le même esprit que les Restos du Cœur. Donc en plus, ça sert à quelque chose. On fait du bien avec cette mode et ces photos. On parle musique aussi, Virginie, ce matin, avec une initiative israélo-palestinienne. Exactement. Alors, on reste dans les belles initiatives. C'est pour un concert de la paix à l'Opéra d'Oslo en 2011 que 2 personnes se sont rencontrées. Il s'agit de Bishara Haroni et de Yaron Kolberg. Ils sont âgés tous les deux de 30 ans. Ils ont pour la première fois joué ensemble à cette époque. Et puis depuis, ils ont décidé d'unir leurs forces et leurs talents pour former un duo de piano israélo-palestinien. Rudy, on essaiera de former un duo tunisien, algérien, polonais, certainement avec vous un trio. Et donc le duo s'appelle Amal, qui a fait le tour des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Et bien dans leur répertoire, ils ont de grandes œuvres de compositeurs israéliens et palestiniens. Ils reprennent aussi des œuvres rares de Mozart, Rachmaninov ou encore Stravinsky, mais leurs interprétations les plus connues sont certainement celles du compositeur palestinien basé à Berlin, Samir Odeh Tamimi, avec Amal, d'où le nom de leur duo, et puis de l'israélo-américain Avner Dorman avec ce morceau Karsilama. Alors vous pourrez les voir le mercredi 26 mars. Pour ceux qui sont à Paris, ça se passera dans le 17e arrondissement à la salle Cortot. Je vous propose de les découvrir tout de suite. On sort du classique, mais on parle musique encore avec votre coup de cœur du jour, un artiste israélien qui sera en concert bientôt. Exactement, et c'est un des plus grands artistes israéliens d'ailleurs, son nom c'est Ivry Leader, je sais que Rudy est très fan de lui. Alors il est de plus en plus apprécié dans le monde entier, en solo ou en duo avec son groupe TYP, The Young Professional. Alors sa carrière a commencé dans les années 90, une année depuis laquelle il a vendu 200 000 albums et a obtenu l'award du meilleur chanteur de l'année. Il est en tournée dans le pays, et pour ceux qui sont dans le coin, vous pourrez aller le voir le 22 mars prochain. Ça se passera au Brofman Auditorium de Tel Aviv. Pour les autres, pas de panique, il sera de retour dans la ville blanche les 13 février et les 31 mai prochains. Donc Rudy et Barbara, n'hésitez pas à prendre vos tickets tout de suite. Moi je sais pas, mais Rudy sûrement, non ? Pourquoi vous l'aimez tant que ça, Ivry Leader ? Non, c'est un des rares artistes qui a fait le tour du monde, avec une reprise, je me souviens plus laquelle, mais c'était il y a 1 ou 2 étés. Il avait vraiment porté, et ils avaient été au Festival de Cannes sur le plateau de Canal+. Ils ont enflammé la foule, donc c'est plutôt une... Il commence à se faire connaître à l'étranger, c'est une bonne nouvelle pour tous les artistes israéliens. C'est comme Esther Rada, j'en parle souvent, Asaf Avidan. Ils ont de plus en plus la cote, nos artistes israéliens. Dans le milieu underground que c'est vrai, un peu alternatif. Et attention, on va l'écouter. Et d'ailleurs, à l'inverse, on va parler de Belgique, c'est Stromae aussi qu'on entend beaucoup en Israël. C'est vrai, grand succès mondial. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous d'avoir été avec nous également ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. On se quitte avec Ivry Leader.
מישהו פעם אהב אותי ככה, לעלות על ספינה ל3 שבועות, באמצע הלילה שיכור מרוב אושר, לקפוץ, הוא לא יודע לשחות. מישהו פעם רצה אותי ככה, אני הייתי יפה והוא די צעיר,